La Voix de la Fraternité, le podcast qui donne enfin la parole à la diaspora ivoirienne. Une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Envie de participer? Écrivez-nous au 240 584 90 18. Bienvenue dans La Voix de la Fraternité, votre podcast où la diaspora s'exprime enfin. Il a grandi avec un rêve, celui de devenir footballeur, professionnel surtout. Il y a cru, il a tout donné, mais parfois, la vie prend une autre tournure. Ce qui ressemble à un échec devient le début d'un appel plus grand. Son histoire, c'est celle d'un rêve brisé, transformé en mission de vie pour toute une génération. Aujourd'hui, nous recevons pour la première fois dans notre podcast Roger Sampa. Quand l'échec devient une mission de vie, voici son parcours. Bienvenue, monsieur Roger Sampa. Alors, monsieur Sampa, déjà tu vas te présenter tout doucement. Qui est monsieur Roger Sampa et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Merci Audrey pour cette invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici et je me sens vraiment honoré. Qui est Roger Sampa? Roger Sampa, l'état civil Roger Frédéric Sampa Zinsou, ex-footballeur semi-pro et aujourd'hui coach professionnel et agent de foot. Okay. Et propriétaire de club aussi. Super. Alors Roger Sampa, raconte-nous comment est né ce rêve de devenir footballeur professionnel et pourquoi? Bon, déjà, il y a un truc beaucoup de gens ne savent pas, c'est que mon rêve, c'était pas de devenir footballeur professionnel. D'accord. Mon rêve, c'était de devenir un général de l'armée ou un colonel ou un chef d'état-major et tout, parce que mon grand-père, qui était le colonel Zinsou, et quand il est décédé, c'est au même moment où je suis né. D'accord. Donc, mes parents ont dit que j'étais la réincarnation, en fait, du colonel Zinsou. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont plus dirigé côté militaire, raison pour laquelle j'ai fait l'EMPT, qui est l'école militaire préparatoire technique en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'en fait, tout a commencé côté football. Wow. Là-bas que tout a commencé côté football parce que de nos temps libres, c'est-à-dire après l'école ou après la formation, on avait des temps libres. Donc, on avait des activités périscolaires. Et il y avait le foot, il y avait le handball, il y avait le basketball, il y avait tout. Et moi, c'est le foot qui m'intéressait parce que déjà, au quartier, plus petit, bon, on joue au quartier, vraiment rien de sérieux. Ça. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à jouer avec, j'étais en 6e, on jouait avec des 5e, des 4e. Mais il y avait une différence entre moi et les autres, en fait. Parce que les gens me faisaient comprendre que non, mais t'as trop de talent, t'es trop fort et tout. Non, mais... Et moi, au début, je me disais, t'es fort. C'était juste vraiment un jeu sans penser à en tout cas. Sans plus, quoi. Et quand je suis arrivé en 5e, là, on a commencé à jouer des tournois. Et du coup, on est venu me chercher pour un tournoi où c'était que des élèves du secondaire qui devaient jouer. Et j'étais le seul, en fait, de la 5e qu'on a pris pour aller jouer avec les terminales. Et c'était à Bingerville. Et du coup, à ce tournoi-là, la gloire a commencé. Voilà, tout Bingerville a parlé du talent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que, tu sais quoi, je pense que je peux faire carrière dans le foot. Mais je me suis dit, ok, je peux faire carrière dans le foot, peut-être à l'SOA, qui est aussi, qui était le club de première division militaire. Donc, en fait, je voulais tout faire dans l'armée. En fait. Pour moi, c'était vraiment ça le rêve, quoi. Ouais. Mais c'est très opposé, en tout cas. Quand on parle de militaire, on parle de foot, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, déjà dans ton processus, ok, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la poursuite de ce rêve-là? Ok, donc, une fois que déjà on a commencé à me monter à la tête et tout, ouais, t'es fort et tout, ouais, t'as pas besoin d'être dans l'armée et tout, tu peux être un footballeur professionnel et tout. Et ça a commencé avec la génération de l'académie Mimo Sifcom, c'était à cette époque-là. Donc du coup, tous les jeunes rêvaient de jouer à l'académie, ils voulaient jouer pour la SEC. Avec les Boca. C'était toute une belle génération, Boca Arthur, Yaya Touré, Indré Romaré, que j'en passe. Donc, du coup, tout le monde voulait devenir professionnel. Donc,
à partir de la 4e, 3e, ça a commencé à me ralentir un peu à À l'école. l'école. Donc, j'ai commencé à plus me concentrer sur le foot puisque c'est ce que je commençais à avoir une joie, je sentais une paix, c'était mon petit refuge à moi. Quand je n'étais pas bien, quand je jouais, je sentais que j'avais une joie, je sentais que j'apportais aussi la joie aux gens qui me regardaient jouer. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, quoi. Mais qu'est-ce qui était difficile dans la poursuite de ce rêve-là? Est-ce que c'est le rejet, les ce qui a été difficile, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais quand j'ai fait mes premiers tests médicaux pour le premier club professionnel avec lequel j'ai fait un essai, c'était à Troyes, ils avaient détecté un problème de cœur. Oh, wow. Ils ont détecté que j'ai un problème de cœur. Mais bon, moi j'avais une maman qui était très très croyante et tout, qui me disait non, Dieu n'a pas dit ça, que ça ne se passe pas comme ça, donc si ça se trouve, il y a la foi, voilà, ça va se passer, le docteur là, il n'a pas bien vu et tout, donc on va aller voir un autre club, on va aller voir un autre docteur, et ça s'est passé 2-3 fois. Donc, mais on insistait quand même, on insistait, donc ce qui a fait que je ne pouvais pas jouer à un certain niveau. Donc, je me consolais avec des petits clubs amateurs et tout, dans l'espoir que, bon, après des clubs amateurs, ils ne regardent pas forcément la santé ou les trucs comme ça. C'est pas vraiment, ils ne se concentrent pas là-dessus, vous voyez. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que dans un club amateur, si je tue là-bas, après, il y a un grand club qui va venir me chercher et tout. Mais même les grosses opportunités que j'ai eues, ça s'est toujours terminé avec problème médical. Ouais. OK. Donc, comment te sentais-tu lorsque, malgré tous tes efforts, tu n'as jamais réellement pu percer le milieu pro? Franchement, c'était frustrant. C'était très, très frustrant parce que tu te dis, OK, c'est vrai que eux, c'est les docteurs et tout, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Mais moi, je me sens pas mal. Je ne sens pas que j'ai un problème de cœur. Quand je cours, je me surpasse, je fais tout ce que j'ai à faire, je me donne à fond, j'essaie toujours d'être parmi les 3 premiers dans tous les exercices qu'il y a à faire. Pendant que les autres, quand l'entraînement est fini, je reste toujours au stade pour bosser encore plus. Voilà quoi, mais bon. Voilà, Dieu avait décidé Dieu avait décidé autrement. Voilà. Et ces moments-là où tu t'es dit, bon ben écoute, j'ai échoué, j'ai déçu mes parents, et surtout qu'on sait comment tu étais très proche de ta maman, comment tu as vécu ça? Déjà, ma maman, c'était mon supporter number one, parce que elle, je pense que là d'où elle est, elle a toujours espoir. Voilà, parce que quelque chose va se passer. Voilà, elle, son rêve, c'était ça. C'était, voilà, je devais jouer, je vais être pro et tout. Dommage, ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, et c'était très, très frustrant au départ parce que tu te dis, tu es en train de décevoir, en fait, tes parents. Ta maman, tu es en train de décevoir tes cousins, cousines, tes potes vraiment qui se disent que, oh, waouh, Roger, oh my God, Roger, c'était notre espoir idole, et tout. Voilà. Il n'y a pas dans mon quartier, tu diras, si on te dit, ouais, Roger, il devait jouer au PSG ou à Marseille, tu vas dire, ah ouais, c'est possible parce qu'il avait le talent pour, tu vois. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Ouais. Super. Alors aujourd'hui, comment tu es arrivé à transformer, c'est-à-dire cet échec-là en mission de vie? C'est-à-dire tu as shift carrément. Aujourd'hui, on te retrouve en tant que coach Roger. Comment ça se passait? Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai un pote qui m'a dit, mais pourquoi tu ne coaches pas? J'ai dit coacher. Il me dit, mais ici, tu peux te faire beaucoup d'argent en coachant, tu peux juste retransmettre tout ce que tu as appris de ton expérience en Europe, en Côte d'Ivoire et tout. Ici, parce que voilà, ici, le coaching, c'est un métier qui est assez noble et qui paye bien aux États-Unis parce que ce que les gens peut-être ils savent pas, c'est que le foot ici aux États-Unis, c'est un peu comme le golf, quoi. C'est un club de... C'est un club... prestige. Voilà, c'est un club enfin, c'est un sport de prestige, en fait. C'est un sport de prestige. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir le talent, il faut avoir aussi l'intellectuel. Tu dois partir à l'école et tes parents doivent avoir un peu quand même les moyens financiers pour pouvoir payer. Donc, voilà, donc il m'a dit ça comme ça et je lui ai dit, oh, ok, pourquoi pas. Et c'est dans ça qu'il m'a présenté une compagnie. Il avait une amie qui avait une compagnie. Et l'amie, elle m'a embauché. Elle m'a dit, ok, tu peux venir faire un test. Voilà, un test pour le coaching. Et bien sûr, dans le CV, il fallait raconter n'importe quoi. Donc, j'ai dit, ouais, moi, j'ai déjà coaché en France, j'ai coaché en Espagne. Et le jour de mon test, j'arrive et tout. Elle m'a dit, comme c'est la première fois que tu viens ici et tout, tu vas me regarder pendant 30 minutes.
Et les 30 dernières minutes, bah, toi, tu vas coacher et on va voir comment les enfants ils s'adaptent à toi et tout. Je dis, OK, pas de problème. Donc, je la regarde, la dame et tout. Je vois un peu les exercices qu'elle fait en 30 minutes. Je dis, c'est ça? D'accord. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, moi aussi, mes 30 minutes et tout qu'elle me donne, je fais 2-3 exercices. Et Elle est convaincue, en tout cas. quand je pars, je monte dans ma voiture. Même pas 5 minutes, elle m'appelle. Elle me dit, ah, mais franchement, les parents qui t'ont vu coacher et tout, ils ont dit que franchement, ils veulent que tu sois... Le coach. Que ce soit vraiment toi, le C'est coach ça. de l'équipe et tout. Et donc, vraiment, tu es déjà embauché. Tu veux, dès demain, tu viens signer ton contrat. Et puis, Wow. donc, c'est vraiment c'est de là que tout est parti. Ouais. OK. Et quand, par exemple, je vais dire, hein, aujourd'hui, tu es coach sportif, on va dire ça comme ça, tu formes de nombreux jeunes. Quelle est la vision que tu as pour le futur? Bah, déjà, je fais beaucoup dans le bénévolat hein, aussi. Parce que c'est vrai que aux États-Unis, bah, c'est un métier et tout. On fait ça, on gagne de l'argent et tout en faisant ça. Mais j'aide beaucoup des enfants qui n'ont pas forcément les moyens, par exemple. Oui, j'en aide beaucoup pour des scholarships dans les universités ou dans des clubs professionnels ou moi-même personnellement, si je vois un enfant et je sais que lui, il a du potentiel, bah, je l'entraîne et puis bah, j'essaie de les placer ou essaie de les proposer à des amis qui ont des demandes, par exemple, dans les collèges ou dans des clubs professionnels, des trucs comme ça. Ouais. OK. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, d'accord, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Waouh! Ce qui me rend le plus fier, c'est que déjà, je suis arrivé aux États-Unis pas avec une cuillère en or dans la bouche. Quand je suis arrivé aux États-Unis, si on dira le pourcentage de chances de réussite qui m'était destiné, surtout dans les conditions dans lesquelles je suis arrivé ici, je dirais 0%. 0% dans le sens où ben déjà je suis arrivé, ma mère elle était une maman seule, ok, elle était là avec ma petite sœur et elles avaient un statut d'immigrants, Réfugié. de réfugiés, voilà. Et moi je suis tombé dans ça. Donc quand je suis arrivé là, j'étais dans un quartier qui s'appelait Brick Cheney, qui n'est pas forcément un quartier de luxe ou un quartier de... Voilà, c'est un quartier, pas ghetto, mais un quartier un peu chaud quand même. D'accord. OK? Donc, là-bas, il n'y avait pas de foot ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'était, voilà quoi, tu es là, ta mère, elle va travailler. Elle rentre. Bon, elle rentre, tu vas à l'école, le bus te dépose. Bon, c'était C'est ça. une routine assez différente de ce que j'avais connu en Europe et tout. Donc, Parce que toi, tu as grandi en Côte d'Ivoire, mais tu as vécu en France. J'ai vécu en France, ouais. Donc, c'était vraiment différent et un peu difficile. Parce que ma mère, elle devait travailler pour gérer ma sœur et moi en même temps. Et bah, Dieu faisant grâce, moi, quand je suis arrivé quelques mois après, ma mère, elle a eu son interview pour la Green Card. Donc, j'ai bénéficié de la Green Card. Et en ce moment-là, bah, je suis à l'école normalement. À l'école encore, il y avait une activité périscolaire et j'ai participé au foot. Et là-bas encore, je me suis fait détecter. Donc, toute l'école était vraiment à fond sur moi. J'ai joué le championnat de l'école. La première année, je crois que j'étais le meilleur buteur de tout le Maryland. J'avais 18 buts en 22 matchs, un truc comme ça, en tant que freshman. Hein. En tant que freshman. Ouais, j'ai fait All-State. Wow. La première année, déjà, et DC United m'a recruté dans le championnat de l'école. Ouais. Super. Donc, j'ai joué à DC United et tout, mais encore, bon, là, c'était pas professionnel, c'est la réserve. Donc, il n'y avait pas l'histoire de ton cœur, si ton cœur, ça. Donc, voilà. Et après, je suis allé à l'université. J'ai joué 2-3 ans à l'université. Et puis, bah, après, je suis reparti en Allemagne. En Allemagne, ouais. OK. Et après, tu es revenu. Et après, je suis revenu. Ouais. Donc là, c'est-à-dire, c'est vrai, tu es là, ici, basé aux États-Unis. Mais on voit déjà hein, que tu fais beaucoup d'allers-retours entre la Côte d'Ivoire et Washington, etc. Selon toi, quel est le rôle aujourd'hui, de ton point de vue, quel est le rôle que l'État de Côte d'Ivoire, ou même ici, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, pourrait jouer pour mieux accompagner les jeunes qui rêvent de devenir footballeurs? Ben, moi, je me dis déjà que
Si par exemple un jeune qui vient dans la diaspora, un jeune Ivoirien, je pense que, je ne sais pas si c'est possible, mais si l'ambassade peut créer un bureau peut-être sport-études, D'accord. un bureau sport-études et recruter, parce que je suis sûr qu'à part moi, par exemple, il y a forcément d'autres personnes peut-être qui sont dans le basket ou dans le karaté, le taekwondo, sûr. peu importe. Je me dis créer peut-être un système où les jeunes qui ont du talent peuvent venir à l'ambassade, s'enregistrer et à travers leur talent, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais on peut les aider à un niveau qu'ils ne puissent même pas s'imaginer. Par exemple, aller à l'université gratuitement. Ouais. L'université, c'est quoi? C'est 120 000 $ pour les 3 ou 4 ans. C'est ça. Si ton talent, en tant que peut-être parce que tu nages bien, Ouais. voilà, on te trouve un scholarship par rapport à ça, tu fais économiser tes parents ou tu n'es pas en train de payer une dette après 4 ans d'université, quoi. Donc voilà, je pense que si l'ambassade, si c'est possible, hein, voilà, si la Côte d'Ivoire peut créer vraiment ce département-là, en ce moment-là, nous autres qui avons un réseau assez élargi, pas forcément le foot, on peut essayer de sponsoriser ça et puis essayer d'aider les jeunes ou les guider au moins à pouvoir voilà, réussir dans ce qu'ils savent faire. Et quel conseil, d'accord, tu donnerais aujourd'hui, hein, je vais dire ça comme ça, aux parents, d'accord, qui veulent accompagner leurs enfants dans ce rêve? Parce qu'on voit que toi, ta mère, elle t'a carrément accompagné. Là, même tu dis que carrément, de là où elle est, sûrement, espère encore que quelque chose sorte et tout. Quel est le conseil que tu peux donner à ces parents-là qui veulent accompagner ces enfants dans ce rêve-là? Ben, déjà, le conseil que je vais donner aux parents, c'est de savoir dans quel environnement emmener leurs enfants. Parce que si l'enfant, il est aux États-Unis, ok, mais tout ce qu'il fréquente, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il mange, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les maquis, les restaurants. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une grande différence entre j'étais au pays et je suis ici. Ça peut être compliqué par contre. Il faut vraiment mettre les enfants dans des conditions où l'enfant au moins a une chance de pouvoir réussir. Et surtout laisser les enfants rêver. Laisser les enfants rêver et les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Pas forcément ce que nous, les parents, on a envie de faire. Parce que souvent, il y a des parents qui sont un peu frustrés, qui n'ont pas réussi dans quelque chose, tu vois, ou qui veulent quelque chose, qui voudraient quelque chose pour eux. Et ils veulent forcément que leurs enfants fassent la même chose. Par exemple, voilà, moi, comme ça, je devais être militaire. Bon, voilà, quoi. Aujourd'hui, coach sportif. Aujourd'hui, coach sportif. Tu vois un peu le contraste. Donc, voilà. Je pense qu'il faille vraiment laisser les enfants se développer et laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Laisser faire, mais tout en les guidant dans ce qu'ils veulent faire. Sûr. Voilà. Mais les laisser rêver, quoi. Pas les forcer à faire quoi que ce soit. Les laisser rêver, les laisser se développer. Super. Et voilà, toujours dans un bon encadrement. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, notre interview tire à sa fin. Mais ici, dans notre rubrique « Dans la voix de la diaspora », on a des questions bonus. Et M. Sampa va se tourner au jeu. Alors, M. Sampa, si tu devais échanger aujourd'hui avec une célébrité sportive pendant 24 heures, qui choisirais-tu et pourquoi? 24 heures, hein? Tu dois échanger avec une célébrité sportive. Je vais dire Steph Curry. Wow! Basketball? Ouais. Pas dans le football? Non. Why? Parce que en fait, je sais pas, j'ai jamais vraiment eu d'idole dans le football. Really? Oui, c'est-à-dire que je me suis... pour moi, j'étais le meilleur, quoi. Pour moi, voilà, quoi, j'étais le meilleur. T'avais pas d'idole? Voilà, j'avais pas d'idole, j'étais mon propre idole. Drogba, bon, après, oui, mais bon, non. Peut-être, je dirais, si on veut parler côté football, je dirais George Weah. D'accord. George Weah, parce que pourquoi? C'est si je ne me trompe pas, le seul Africain qui a gagné le Ballon d'Or. Et aussi sa transition de footballeur à président de la République. Ouais. Ça, c'est fort. Ça, c'est à applaudir. Ça, c'est à applaudir. Donc, vraiment, ça, pour moi, c'est le... Voilà, 24 heures, je sais qu'au sorti de là, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais pourquoi Stephen Curry? Stephen Curry, parce que j'aime bien sa vie de famille. D'accord. J'aime bien sa manière d'aborder ses entraînements, voilà, comment sa discipline. Ouais. Vraiment zéro scandale, comment il arrive à gérer
toute cette tentation autour de lui pendant qu'il est vraiment au summum des C'est summums. clair, yeah. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un pour moi de waouh, qu'il faut applaudir, quoi. Mais si c'est côté football, voilà, c'est George Weah. Ouais. Wow. Ouais, parce que ça, c'est vraiment quelqu'un de, Ouais. à respecter. Ouais, il a un très beau parcours. Oh my God. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi La Voix de la Fraternité. C'était Daniel Konaté et Roger Sampa sur votre écran.